Monaco Info, un journal consacré à la première édition du Monaco e-Grand Prix. À cette occasion, nous retrouverons en fin de journal Christian Tornator qui reviendra sur les préparatifs de cette nouvelle épreuve. En attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture, coup de projecteur sur le constructeur monégasque Venturi qui participe au Monaco e-Grand Prix en principauté. Nous parlerons musique avec l'artiste monégasque Nico qui propose son premier album. Et enfin, nous vous présenterons les 10e bacchanales organisées par l'association monégasque des sommeliers. Comme je vous le disais dans les titres, nous ouvrons donc ce journal avec la première édition du Monaco e-Prix, compétition électrique qui se déroulera durant la journée de samedi en principauté. Nous vous en parlons depuis le début de la semaine. Cette fois-ci, nous sommes partis dans les allées du stand Venturi. Un reportage de Fabien Bonilla. Monaco sera la 7e étape de la saison sur 10 au total. Toutes les écuries ont la même monoplace, une Spark Renault. Ces véhicules peuvent aller à plus de 220 km/h. La différence se joue notamment au niveau des réglages, de l'électronique et de l'aérodynamisme. 20 pilotes ont un volant dans cette compétition. Ils sont répartis dans 10 équipes. Nick Elfeld et Stéphane Sarrazin courent pour l'écurie monégasque Venturi. Chaque écurie est limitée à 13 membres d'équipe, un manager, 4 ingénieurs et 8 mécaniciens pour Venturi. Ce team s'active dans le stand pour préparer au mieux la compétition de samedi. Vous savez, c'est très simple. Une personne ne peut pas faire gagner la course. Par contre, chaque personne peut la faire perdre. Donc globalement, on gagne la course en tant qu'équipe, on perd la course en tant qu'équipe. Et le tout, c'est de réussir à faire en sorte que tout le monde optimise son travail et la tâche qui lui est donnée pour que ce puisse être le plus efficace. Donc généralement, entre le jeudi et le vendredi, on installe les stands, les mécaniciens font la révision des autos et les ingénieurs continuent la préparation de la course spécifique. À savoir que, par exemple, hier, on a passé toute la journée avec les ingénieurs à travailler sur les cartographies moteurs, de freinage et tous les réglages, la préparation des réglages qui seront donnés aux mécaniciens pour qu'ils soient réalisés sur les autos. Pour l'instant, les résultats ne sont peut-être pas ceux escomptés, 19e et 20e au classement. Les deux pilotes, Venturi et toute l'équipe, veulent prouver qu'ils sont bien présents dans la compétition, que ce soit depuis le début de la saison ou encore ici, à Monaco. Pour nous, vous savez, on veut faire le meilleur résultat possible à chaque course. Donc que ce soit à Monaco, à Long Beach, en Chine, on ne vient pas en se disant oh, c'est pas grave, cette course-là est à l'autre bout du monde, elle n'est pas importante. Toutes les courses sont importantes, Monaco est importante. Il est certain que la course de Monaco, parce qu'on est dans le pays de Venturi, parce que le Grand Prix de Monaco est toujours, au niveau de la Formule 1, c'est toujours le Grand Prix qui est le plus regardé à la télé. On sait qu'il va y avoir énormément de spectateurs, puisque apparemment toutes les places de tribune sont déjà occupées depuis 3 semaines. Donc tout ça font qu'on a toujours envie de faire mieux, mais on a envie de faire mieux à chaque course. Ce samedi, le e-Prix de Monaco sur la partie basse du circuit de F1, 1 km 700, 47 tours avec des essais dès 8h15 et un départ à 16h en direct sur Monaco Info. Vous venez de l'entendre, ce samedi aura lieu la première édition du Monaco e-Prix en principauté. Les organisateurs de la Formule 1 ont mis au point un système de vote permettant aux pilotes recevant le plus de voix de bénéficier de 5 secondes de puissance supplémentaire durant la course. L'apnéiste Pierre Frolat a lui aussi voté, mais il a choisi de le faire depuis l'aquarium aux requins du musée océanographique. Le monégasque a bien évidemment soutenu le constructeur monégasque Venturi. Pour rappel, chaque internaute pourra sélectionner son favori sur Facebook, Twitter ou tout simplement sur le site officiel de l'épreuve. Un peu de musique à présent avec la sortie du premier album de l'artiste monégasque Nico. Influencé par ses nombreux voyages, il propose aujourd'hui l'album Sauvage, composé de 10 titres. Alexandra Pani l'a rencontré. C'est une aventure qui a débuté il y a 4 ans. Nicolas Manuelo, alias Nico, effectue alors un tour du monde lorsqu'il commence à composer ses premiers morceaux.
À son retour en principauté, il décide de concrétiser ce doux rêve d'enfant. En parallèle de sa carrière dans l'administration monégasque, il s'occupe donc de produire son propre album, intitulé Sauvage, et composé de 10 morceaux. Ça fait très longtemps que je joue de la musique. J'ai eu pas mal de groupes, donc dans pas mal de styles différents. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, donc vraiment de très épuré, qui soit seulement guitare et voix. Donc épuré, mais pas simpliste non plus, parce qu'il y a beaucoup de travail sur les guitares. Enfin, il y a quelque chose de sympa. Voilà, ça, c'est pas minimaliste. Avec des sonorités à la fois folk, blues ou encore des ballades, ce premier album se veut un mariage épuré entre voix et guitare acoustique. J'ai pas mal voyagé personnellement, je suis resté un petit peu en Asie un petit moment, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de composition ici, pas mal à l'étranger, du coup ça fait un mix d'inspiration, on va dire. Donc il y a pas mal de thèmes traités, que ce soit le voyage, les rencontres. Après, il y a des choses un petit peu plus sérieuses, donc des constats un peu de société. Donc c'est assez varié. Prochaine étape pour cet amateur passionné, partager sa musique avec le public à travers des concerts, mais également des marchés, des maisons de disques et la grande distribution. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer cet album sur les différents sites de téléchargement ou de streaming musical. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, une soirée apéro-concert organisée par la Fondation Flavien aura lieu le 29 mai prochain dès 18h place d'Armes. La jeune artiste Olivia Dorato ainsi que Doulamba du Centre de Jeunesse et Alter Ego se produiront pour l'occasion. Tous les dons récoltés aideront à financer soit un projet de recherche, soit du matériel pour le CHU de l'Archer à Nice. Et avant de refermer ce journal, direction le Monte Carlo Beach où l'association monégasque des sommeliers a organisé les traditionnels bacchanales. L'occasion pour les amateurs de vin de découvrir des crus très en vogue. Anthony Micou vous en dit plus. Une dégustation entre connaisseurs. Plus de 150 restaurateurs, producteurs ou encore cavistes monégasques étaient conviés au restaurant Le Deck où ils ont pu rencontrer des vignerons. En tout, 13 domaines viticoles étaient proposés dans ce rendez-vous annuel de l'œnologie au concept fédérateur. C'est un projet qui a vu le jour avec Emmanuel Taillandier, le directeur adjoint du Monte Carlo Beach, et Bruno Scavo, le chef sommelier du Sporting Monte Carlo. Le but avec l'association des sommeliers, c'était tout simple, c'est d'inviter des vignerons sur des thèmes bien définis, leur proposer un stand pour faire une dégustation avec des professionnels. Chaque année, les sommeliers de la Principauté se concentrent sur un thème prédéfini. Pour cette 10e édition, leur choix s'est porté vers la Corse, un vignoble en pleine croissance grâce à un savoir-faire reconnu et des produits de qualité. Depuis quelques années maintenant, on retravaille des vieux cépages corses qui avaient été un petit peu délaissés parce que, il y a quelques années, c'était difficile pour les cultiver. Maintenant, on a des techniques un peu plus appropriées. Et donc, on a des vieux cépages comme le Bianco Gentile, le Minostè, le Carcaio, tous ces cépages-là qui sont encore minoritaires aujourd'hui, mais qui sont progressivement replantés et qu'on commence à trouver sur les tables, soit en cuvée 100%, soit en assemblage. Pour déterminer s'ils sont bons, le sommelier teste les différents vins. Mais comment goûte-t-on un vin ? Le processus, composé de 3 étapes, est très précis. La première étape, c'est l'aspect visuel, voir s'il n'y a pas de défaut, qui nous donne déjà une tendance sur le gras, sur la richesse, sur la structure du vin. La deuxième étape, bien entendu, l'aspect olfactif, où là, on va essayer de chercher des notes de fruits plus ou moins mûrs en fonction de l'âge du vin, plus ou moins compotés en fonction de la texture du vin, plus ou moins léger. Et après, le passage en bouche qui va nous donner d'autres indications, confirmer cette densité, confirmer cette structure, confirmer cette puissance, cette légèreté. Et puis après, ce passage en bouche, bien entendu, on recrache. On est obligé pour pouvoir faire jusqu'à la fin de la journée. Mais surtout, ça nous permet de projeter déjà le vin sur des associations plat et vin. Ce qui est quand même la finalité du métier de sommelier, d'associer un plat à un vin. Prochain grand rendez-vous pour l'association des sommeliers de Monaco, un salon du vin, le 5 octobre au Méridien Beach Plaza, en partenariat avec le club des professionnels du vin. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité. J'ai à mes côtés Christian Tornator, commissaire général adjoint de l'Automobile Club de Monaco. Christian, bonjour. Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien consacré à cette première édition de Formule E. Alors on le voit, ça se prépare en principauté dans moins de 48 heures, on peut le dire. Une équipe de Monaco Info a assisté déjà à la formation des commissaires de piste. Une sécurité particulière pour cette épreuve. Oui, une sécurité différente déjà, puisque la sécurité qui est notre credo sur tout le circuit pour toutes les épreuves, est là complètement, enfin pas complètement, mais légèrement modifiée du fait que les voitures sont exclusivement électriques. Alors même si les F1 comprennent aussi de l'hybridation et donc de l'électricité, on a vraiment insisté sur la nécessité de se protéger et que tout le monde soit à l'abri du choc électrique, parce qu'en fait c'est ça, le risque c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on a vu des médecins habillés comme des cosmonautes, on peut dire. Oui, mais ça sera le cas aussi pour les commissaires. Certains commissaires ont été formés spécifiquement et ils auront des surbottes jaunes, donc ça va bien avec le orange de la combinaison. Ils auront des gants bien entendu, ils auront éventuellement une perche pour essayer de récupérer quelqu'un qui pourrait être choqué par un problème électrique. Et les sapeurs-pompiers de Monaco ont établi des protocoles indispensables, aussi bien pour les médecins réanimateurs que pour nos commissaires qui devront intervenir. Pour l'instant, le protocole qui a été élaboré est une nouveauté parce que même la FIA n'avait pas envisagé de le prévoir à destination des commissaires. Donc c'est la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco qui l'a instauré et je pense qu'on va demander un copyright à la Fédération internationale parce que c'est la première fois et je pense que c'est parfaitement au point et nos commissaires obéiront à ces protocoles pour que personne ne prenne de risque en fait. Alors de par l'autonomie de ces voitures, le circuit a été totalement repensé. Comment a été élaboré justement ce tracé ? Pas tout à fait, c'est pas un problème d'autonomie parce que en fait les voitures peuvent monter et descendre du fait que quand elles redescendront, puisque c'était le fond de votre idée, Vanessa, les Spelugues par exemple, elles auraient rechargé en quantité d'énergie. En fait c'est simplement pour que les spectateurs, qui sont privilégiés puisqu'ils ne payent pas, au moins pour notre épreuve et à Monaco, voient les voitures passer le plus souvent possible. Et de fait, la course qui comprend environ 47 tours, je dis environ parce que tout dépend s'il y a une safety car qui se met en place, mais c'est théoriquement 47 tours, on les verra passer 47 fois. Alors que si on faisait le circuit de la Formule 1 qui fait 3 km 337 cette année, on les aurait vus passer 2 fois moins. Donc l'idée, c'est pas de faire un circuit plat, mais c'était de faire un circuit le plus rapide possible pour qu'on les voit le plus longtemps possible. Donc ce n'est pas une question d'autonomie. On aurait très bien pu faire le grand circuit, le circuit de Formule 1, et ça n'aurait pénalisé que les spectateurs. Donc uniquement pour le public, finalement on peut rappeler que là c'est complet, ça y est, c'est complet, toutes les places, enfin tous les billets ont été distribués et il n'en reste plus. Donc il reste encore un petit volant de sécurité pour samedi matin. Si des clients venaient à se présenter au guichet, il reste 1 millier de places à distribuer, mais je pense que ça partira très vite. Donc pour l'instant, on attend la capacité qui est disponible, à savoir 20 000 places assises sur le circuit et autour de cette course de Formule E. Alors avant de terminer finalement cet entretien, un mot peut-être sur l'électrique en général. Vous, Christian, qui avez connu les plus belles années de la Formule 1, quel regard portez-vous finalement sur cette nouvelle épreuve? Est-ce que ça représente réellement l'avenir? Je crois qu'à terme, tous les véhicules, même les véhicules, j'allais dire du commerce, et les véhicules dont on se sert tous les jours, seront hybridés. Donc on a déjà bien commencé. Il y a, je crois, Toyota, on était obligé de citer des noms. Toyota a été pas l'inventeur, mais presque de la voiture hybride avec la Prius. Oui. Toyota a toute sa gamme hybridée. Mercedes, l'année prochaine, aura toute sa gamme hybridée. Et je crois que petit à petit, on aura de plus en plus d'électricité dans nos voitures. Pour la compétition, ça va être la même chose. Peut-être qu'en rallye, un jour, on aura des voitures hybrides. Ça, c'est aussi dans les cartons. Donc, doucement, mais là, en l'occurrence, la formule est entièrement électrique. Donc, il n'y a plus d'alternative que de progresser au niveau du châssis et au niveau de la puissance. Et je crois que ce qui est prévu au niveau de la fédération et au niveau du promoteur, c'est que les moteurs deviennent plus puissants et les châssis soient construits par des constructeurs. Donc on peut espérer dans un avenir proche avoir
des voitures Mercedes, des voitures Renault, des voitures peut-être Ferrari, qui auront leur propre châssis et leur propre moteur électrique. Parce que pour l'instant, le châssis est unique, c'est un châssis Dallara pour tous les concurrents présents samedi. Et c'est un moteur unique, je ne me souviens plus si c'est un Siemens ou un Renault, mais c'est un moteur électrique commun à tous les participants. Donc le ça va futur, certainement se développer. voilà, tout va se développer dans le bon sens. Merci en tout cas. Merci, on Vanessa. espère finalement que cette première édition donnera le ton pour ces prochaines années. Hein. Certainement, Voilà. certainement. On y Merci. croit. Merci à l'Automobile Club également de nous avoir permis de tourner ici en plein préparatif et en pleine tribune. Merci aux équipes techniques de Monaco Info et on se quitte sur la météo. Vendredi, un ciel mitigé au programme avec des températures allant de 17 à 20 degrés. Samedi, nuageux dans la matinée, vent faible avec un thermomètre identique à la veille. Dimanche, nette amélioration et un mercure stationnaire mais toujours très agréable. Et enfin lundi, retour du soleil avec une maximale de 22 degrés.